tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et on vous invite à partir en voyage aujourd'hui. Au sommaire, Franca Umar et le projet Corse-Écosse. Quel lien unissent ces deux terres si semblables? L'histoire, la culture, la langue ou le caractère? Peut-être. On va poser la question au plus corse des Écossais, Francis Aiki. Il est accompagné de Marie-Jeanne Nigol qui porte ce projet de culture comparée. Ils sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Faustine, vous allez nous parler des clichés sur les Écossais. Exactement, et on va voir s'ils sont vrais ou faux. En tout cas, ils ont la dent dure. J'espère que Francis pourra nous aider. On va démêler le vrai du faux. Voilà. Ça marche. Mathéo, lui, nous parlera des langues écossaises. C'est ça, il y en a 3 en tout. On va en parler avec Francis aussi. On va pas dire de bêtises. Il est sollicité. Attention. Allez, à suivre, deuxième mi-temps du match des légendes. Vous savez, Florian était à Fouriane à l'occasion de la rencontre de l'équipe de Zizou et de celle de Chabal. C'était, je vous le rappelle, pour l'association de Pascal Olmet. Un sourire, un espoir pour la vie. On va avoir une petite rétro sur l'ambiance. Ensuite, c'est mercredi, c'est le jour des coups de cœur ciné de Cathy Poitvin. Elle nous a réservé une petite sélection spéciale Festival de Cannes. Et enfin, à 13h, réagissez, on va parler des startups à l'école. On va vous faire découvrir un projet pédagogique qui a pour objectif de rapprocher les scolaires, les enseignants et les chefs d'entreprise. Si vous avez envie de donner votre avis ou simplement de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'est affiché ou vous nous écrivez sur Facebook. Mais tout de suite, on démarre la première partie d'INSEM. Marie-Jeanne et Francis, bienvenue. Merci d'être avec nous tous les deux. On va rappeler Marie-Jeanne Nigol, vous êtes coordinatrice et présidente de l'ADI. Et Francis Aiki, vous êtes le directeur artistique de l'ADI. Alors, vous nous faites le plaisir d'être sur le plateau pour nous parler d'un projet qui s'appelle Franca Umar, un projet Corse-Écosse que vous portez depuis à peu près une année, voire un petit peu plus. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un projet au long cours. Déjà, il faut dire qu'il a commencé en effet cette année. Enfin, cette saison, c'est-à-dire 2017-18, et il va s'étaler jusqu'au mois 2020. Alors, c'est un regard croisé. Le projet, c'est un regard croisé sur la Corse et l'Écosse. Alors, évidemment, il y a une part de personnel là-dedans, puisque, en effet, oui. Je me trouve un peu aux confins de ces deux régions, pays, territoires. Et puis, c'est vrai que j'ai été happé par l'Écosse de façon presque tellurique. C'est une terre de granit. Donc, ça me parlait aussi par rapport à la Corse. Et puis voilà, je me suis aperçu que l'histoire, quand on me racontait un peu l'histoire écossaise, je me disais, mais c'est comme en Corse. Et puis tout le reste, en fait, finalement, l'histoire, la politique, la culture, voilà, petit à petit, un jeu d'écho et de résonance s'est mis en place. Et puis, il y a eu l'opportunité d'un appel d'offres de la CDC maintenant, oui. J'y arrive, de la CDC, sur des projets culturels ouverts à l'extérieur, multimédia, etc., etc., etc. Alors moi, je voulais pas... ça a été envoyé à tous les culturels de l'île, cet appel à projet. Et moi, je voulais faire un projet, je voulais pas faire un projet opportuniste qui disait, voilà, je profite. Comme ça me tient à cœur. Mais là, je me suis dit, c'est remonté, je dis, mais c'est le moment, il faut y aller. Il faut pas oublier que Théâtre Point, après j'arrête de parler, il faut oublier que Théâtre Point est né en 1985 à Édimbourg, et que la première production commençait par un chant corse. Donc c'est votre compagnie théâtrale. Voilà, c'est la compagnie. Et c'est d'ailleurs au nom de la compagnie que ce Franca Umar se joue. C'est mis en place. D'accord. Alors, comment est né exactement le projet? Là, je pense que c'est Marie-Jeanne qui va s'emparer de la parole. Donc, oui, le projet est né, comme Francis vient de vous le dire, de son histoire et de son désir de travailler sur cette comparaison. Enfin, comparaison pour essayer de trouver des similitudes et éventuellement des différences, à la fois dans l'histoire, dans la culture. Et ce projet donc est né au moment de cet appel d'offres. Il a été ensuite retenu et il demande... Il faut quand même expliquer ça. C'est pas uniquement... Vous avez porté le projet, il a été sélectionné. Il a été sélectionné et soutenu par le service enseignement-recherche de la collectivité de Corse, ce qui implique qu'il y ait une participation de l'université. Donc, nous avons pris contact avec l'UMR LISA, qui est dirigée par Françoise Gradiane, qui a tout de suite adhéré à l'idée de ce projet. Où il y a évidemment, comme vous l'a dit Francis, une partie artistique, des rencontres musicales, des rencontres théâtrales, où il y aura des projets de création commune, Corse-Écosse en théâtre et en musique. Et il y a toute une partie
on va dire, recherche plus universitaire autour de, on va dire, de la culture et de l'histoire et de la politique de ces deux pays, autour de la question de l'identité et de la renaissance du sentiment national, de la traduction politique que ça prend, puisqu'en Écosse, il y a cette revendication d'indépendance et qu'en Corse, les nationalistes sont aujourd'hui à la direction des affaires. Donc voilà, il y aura cette partie aussi universitaire qui va se traduire à la fois par des rencontres, des colloques. Ça devrait commencer d'ailleurs, on espère, en novembre prochain avec une rencontre Corse-Écosse, avec des chercheurs et des historiens et des linguistes une aussi. Mise en perspective finalement de ces voilà. deux terres qui sont quand même assez semblables sur beaucoup de points que vous avez évoqués. Mais c'est pas de la recherche pure. Hein. L'idée, c'est de restituer tout ce qui aura été fait, tout votre travail au public. Voilà, oui, bien sûr. Ça a déjà même commencé, en fait. Oui. Donc, alors, comment ça va se passer, justement? Alors, déjà, comment ça se passe, puisqu'on est en plein dedans. Donc, on a démarré par un espèce de soft prologue, de doux prologue. On a le théâtre qui parle. Avec quatre lectures donc, qui ont été proposées au public, des textes non théâtraux de Walter Scott, qui ont été choisis par leur écho, que je trouvais pertinent avec la Corse. Et puis 2 textes contemporains là qu'on a fait donc récemment. Et il y aura, on en parlera tout à l'heure, je pense, un concert à venir là. Ah oui. Donc ça, c'est un peu le prologue. Là, c'est un peu le prologue. Et puis on rentre dans le vif du sujet maintenant, enfin à partir de la rentrée prochaine, où là en effet vont se mettre en musique, si je peux dire les choses comme ça, aussi bien tout le travail universitaire, les colloques, etc., et la création. Donc création, il va y avoir une Burns Night, on en parlera, il va y avoir des rencontres. En fait, tout est toujours... On sent qu'il y a toutes les facettes de Francis qui s'expriment. Hein. L'homme de théâtre, celui qui cherche les talents, qui les trouve d'ailleurs systématiquement. Vous avez mis au service de ce projet toutes vos compétences. J'essaye, hein, ça vaut la peine. C'est un projet enthousiasmant. Et ça n'est pas uniquement parce qu'il y a cette fibre écossaise en vous. Non, mais enfin ça joue. Mais bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu je boucle aussi peut-être une boucle avec ça d'un certain. Justement, j'ai envie de titiller un petit peu cette fibre écossaise. La Corse, c'est l'Écosse avec un bon climat, disait Sir George Eliot. Est-ce que c'est vrai? Ça c'était avant. C'était vrai jusqu'à cette année, puisque le climat écossais. Je pense qu'il y a eu une erreur d'aiguillage et on a interverti les climats. Alors c'est qu'une histoire de climat? Non. Quand même pas. Non, mais voilà, oui, en effet, c'était Sir Eliot qui dit ça. C'était en 1794. Tout à fait. Mais le climat était déjà bon. Et la Corse et l'Écosse étaient déjà des terres très voisines, très semblables. Et Boswell, Boswell aussi, qui est arrivé en Corse, s'est tout de suite trouvé chez lui. On va en parler, justement. Je ne sais pas né en 94, moi, juste pour... Non, bien sûr. En 1800, 1900 Non, 1800 encore moins. Solan va. Allez, on va poursuivre avec les clichés sur les Écossais avec Faustine. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Tout à fait. Alors, le Corse est paresseux, le Français radin, le Juif prête ses sous, le Chinois travaillant. Enfin bref, la liste est longue à chaque peuple, c'est cliché, d'autant plus lorsqu'il a une identité forte comme celle des Écossais. Alors selon vous, quel est le cliché qui colle le plus à l'Écosse ? Celui qu'on entend le plus. Oui. Radin aussi, comme les Français. J'y viens. Moi, j'ai pensé que pour moi, c'était le kilt, l'histoire du kilt. Ah, ça, c'est pas un cliché. Mais c'est pas un cliché. Mais justement. C'est une réalité. Alors voilà, on dit que les Écossais, effectivement, ne portent rien sous leur kilt. J'ai pas été vérifié. La tradition viendrait des guerriers des Highlands qui, effectivement, ne portaient rien d'autre que des kilts enveloppés jusqu'aux épaules. Je me trompe pas là. Cette pratique se serait popularisée auprès de la classe militaire, surtout. Tout à fait. Les opinions sont quand même partagées concernant le reste de la population. Ce qui est sûr, c'est que la Scottish Tartans Authority, qui fait donc autorité en la matière, conseille de faire preuve de décence quand même en mettant une petite culotte sous sa petite jupe, parce que vous avez déjà porté. Je ne savais pas si vous alliez oser poser la question. Oui. Je pose. Mais alors, est-ce qu'on va oser demander? Mais quand même, on dit que ça se fait pas du tout en Écosse. J'ai un souvenir, la première fois que je l'ai porté en Corse, donc à Lagde, que les gens s'amusaient à soulever souvent c'est pas les bien clichés quand même. Oui. Que ça semblait... Allez, on laissera planer le mystère. Voilà, donc vu qu'on est dans les clichés, on va continuer. Quel est le cliché commun entre l'Écossais et le Français?
Ben c'est ça, radin. Voilà. C'est exactement ça. En fait, cette réputation est évidemment fausse, enfin je pense. Elle viendrait du fait... Je ne répondrai pas là-dessus. Je n'ai pas osé la faire. J'ai pas osé la faire, tu l'as fait. Écoute. Assume maintenant. Mais comme on parle des Écossais, bon voilà. Donc elle est a priori fausse. Mais elle aurait une origine, c'est celle de la pauvreté du peuple écossais qui du coup faisait attention à ses dépenses, et il serait aussi doué pour le commerce. Donc ça suffit apparemment à créer une réputation. Mais récemment, il y a une étude qui a été faite sur 3000 Anglais et 3000 Écossais, et il se trouve que les Écossais donneraient 350 livres par an à des œuvres de charité, sachant que les Anglais en donnent 250, alors qu'ils gagnent 25% de plus. Donc voilà, est-ce que... Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et puis je pense que l'explication historique est vraie aussi. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la Corse, où on se dit finalement que le souvenir de la pauvreté en Corse provoque le contraire, c'est-à-dire une certaine largesse, une certaine générosité. Et je crois que celle-là, c'est la différence qui peut les différencier l'un de l'autre. Ouais. D'accord. Alors quand on parle de clichés, difficile de ne pas parler des habitudes alimentaires. L'Écossais mange mal. Le plat écossais le plus connu, c'est le haggis, la panse de brebis farcie, moi qui me fait penser au ventre. Alors oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est faux, les Écossais mangent bien. Alors c'est vrai qu'il y a eu, avant l'invention de l'export-import, il y avait, par exemple, en hiver, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des navets, des pommes de terre, etc., des racines, des légumes racines. Donc c'est vrai que c'était pauvre, mais en fait, ils mangent bien. Et la panse de brebis farcie, c'est très bon. Ça a l'air bon. C'est très bon. Et ça ressemble beaucoup. Oui. On l'a déjà testé, puisque quand je portais mon kilt, je servais aussi du haggis. Je suis cohérent. Eh bien, la plupart des gens qui étaient au début en se disant le haggis, ça en prend un petit bout, on en redemandait. Et ils mangent aussi beaucoup de nourriture frite. Oui. Notamment le Deep Fried Mars Bar. C'est un Mars frit. Oui. Voilà, alors ça, c'est léger. On mange Vous allez goûter à la fin de l'émission? Non. Alors, autre client. Quel est votre plat préféré d'ailleurs, Francis? Moi? Oui. Écossais. Écossais. Ah ben il y a à base de saumon. Ah, beaucoup de poissons. Léger quand même. Ouais. Saumon, poisson fumé, maquereau, tout ça fumé. Ouais, alors évidemment, si l'on parle de nourriture, on va parler effectivement d'alcool. Et c'est malheureusement pas vraiment un cliché. C'est pas vraiment un cliché concernant l'Écossais. Serait-il un peu alcoolique? Alors, c'est quand même le 3e pays d'Europe en termes de consommation d'alcool. Voilà. C'est qui le deuxième, la Corse ou... Je pense que les cartes se sont rebattues un peu. En Corse aussi, bon, on en parle une autre fois. Mais oui, c'est vrai que l'Écossais boit beaucoup. Mais il ne boit pas en mangeant, par contre. La différence entre l'alcoolisme à la française, oui, par c'est exemple, ça, c'est très différent. C'est un alcoolisme plus insidieux que l'on distille comme ça tout au long des repas, alors que l'Écossais, il va boire pour se bourrer la gueule. Alors, ce sera Surtout de la bière, d'ailleurs. Merci beaucoup Faustine pour tous ces clichés. On est obligé de poursuivre. Allez, je vous le disais, Florian était présent pour le match des légendes. C'était la rencontre de l'équipe de Zidane contre celle de Chabal. L'idée, c'était récolter des fonds pour l'association de Pascal Olmet. Un sourire, un espoir pour la vie. Le score importait peu et la 3e mi-temps, c'est Florian qui s'en est donné quand j'en regarde. L'équipe de France 98 pour le moment mène 7 buts à 3. Au niveau des sensations, ça fait plaisir de rejouer avec les collègues. Ouais, ça fait plaisir, on se rappelle un peu. Quand Zizou est là, il y a toujours les réflexes de la passe et du débordement. ça ne se perd pas. Voilà, sauf si ça va un peu moins vite, mais il y a toujours ce plaisir qui est là. Une première mi-temps, une entrée fracassante. Comment ça se passe? Il est bouillant. Oui, là ça court. Là. Je l'ai vu le ballon. À un moment donné, il est passé, mais de là à là, il ne m'a pas reconnu. Et tant mieux. Parce que s'il était venu, qu'est-ce que j'en aurais fait de ce ballon? Tu aurais peut-être marqué. Oui, j'aurais marqué le coup. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Alors Sébastien, la première mi-temps, c'est le football qui a gagné. Est-ce que la deuxième mi-temps, on va relever le niveau? On l'espère. Alors
un petit avantage en deuxième mi-temps, c'est que nous, un essai vaut 5 points. Donc, je crois qu'ils n'ont pas pris assez de large. Ah, ça va se compter comme ça? Ben non, je crois bien. Hein. Et au foot, ça compte 1 point, nous, ça compte 5 points, donc on ne change pas les règles. Et voilà, c'est maintenant que l'affaire se corse un peu parce que la deuxième mi-temps, ça sera du rugby. Et là, on va voir ce que valent les joueurs de foot. Alors, je suis avec Mathieu. Comment ça se passe cette soirée? Ça se passe très bien, je suis même ravie, je suis très content, heureux. Je peux dire tous les compliments. Alors, toi, tu as vu un peu des joueurs de foot peut-être que tu aimais, des anciens joueurs de foot que tu suivais peut-être? Oui, comme par exemple Zinedine Zidane. Parce qu'en fait, ma mère, elle est d'origine kabyle. Et lui aussi, un peu comme ça. Et... Donc Zizou, c'est l'idole. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, Ange-Marie, bonjour. Alors, comment ça se passe cette soirée? Ah, très bien, il y a beaucoup de monde. C'est une histoire formidable. Après pour les matchs, si vous êtes pas passionné du foot ou quoi, mais il y a toujours de l'ambiance en fait. Je tiens à remercier tout le monde parce que les tribunes sont garnies malgré nos anges qui nous envoient des gouttes. Et on ne retiendra que le sourire de tous nos enfants et ça c'est fabuleux. En tout cas, on a interviewé quelques artistes, quelques joueurs de foot. Ils disent tous la même chose. Vous avez un cœur gros comme ça et ils sont tous contents d'être là pour vous et pour les enfants. Ouais, mais pourquoi? Tu crois qu'eux, ils l'ont pas? Oui, sûrement, oui. Et vous l'avez pas. Je crois qu'on est tous pareils. Les gens qui sont là, certains, ils ont payé, mais ils savent pourquoi ils ont payé. Parce que demain, ils pourront taper un sourire, un espoir pour la vie, malgré ce que certains pensent ou disent. Ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on fait et venir en aide aux familles et aux enfants. On arrive au terme de cette soirée, le match touche à sa fin, le score est de 27-45. Il n'y a pas de perdants ce soir, il n'y a que des gagnants. Ce sont des gens généreux qui ont donné de leur temps. On a vu des sourires toute la soirée et c'est bien sûr le plus important. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Merci en tout cas Florian d'avoir suivi cette épopée. Allez, c'est mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Cathy a fait sa petite sélection spéciale Festival de Cannes, c'est juste après le jingle. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour. Alors quel est le programme aujourd'hui? Programme de festival évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que se déroule actuellement la 71e édition du Festival de Cannes et que juste là, de l'autre côté de la mer, c'est un très beau défilé sur le tapis rouge. Heureusement pour nous, il n'y a pas que les photos des faux pas vestimentaires qui traversent la mer, mais aussi des films parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Et aujourd'hui sort un film qui a été présenté hier soir à Cannes et qui est en compétition. Il s'agit de En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Vincent Lindon avait reçu le prix d'interprétation masculine il y a 3 ans pour un autre film de Stéphane Brisé qui était La loi du marché. On leur souhaite le même succès cette année. Là encore, avec ce film politique ultra documenté, il aborde un sujet de société, social et qui se voudrait en tout cas un constat objectif d'un système. On peut regarder un peu la bande-annonce. C'est parti. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Elle est où la parole? Oui. Donc En guerre. En guerre, oui. Donc on suit plus particulièrement la figure de Vincent Lindon, qui est donc le représentant d'ouvriers en grève, puisque leur usine va fermer. Donc il sort aujourd'hui et il est en compétition. Oui, tout à fait. Il est en compétition et ce sera probablement un des grands films de ce festival. Un autre. J'ai envie de dire enfin.
Oui, qui ne peut pas dire enfin. Oui, en effet, deuxième film de ce festival qui va clôturer le festival. C'est pour ça qu'il ne sortira que samedi au moment de la présentation à Cannes. C'est L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. On n'avait peut-être jamais vu autant d'acharnement de la part d'un réalisateur pour faire un film. Il a quand même fallu 28 ans pour que le film voit le jour. Qualifié de film maudit, il avait donné lieu à un premier film documentaire qui était en fait le making-of d'un premier tournage avorté avec Johnny Depp et Jean Rochefort. Suivi de problèmes de droit, de financement, de casting, de scénario, enfin bon, bref. En tout cas, si l'histoire n'est toujours pas finie parce que Gilliam est toujours en procès avec son ancien producteur, le film est lui terminé et nous allons pouvoir enfin voir déjà des images tout de suite. C'est parti, on regarde la bande. She is in terrible danger. Don't move, just lie still. Oh, I see the love light in your eyes. Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer! A hand of our God in heaven wrote me. Can I read? A peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures. Ça donne envie. Ça donne envie. Hein. Ouais, on retrouve vraiment déjà un très très beau casting au bout du compte avec Adam Driver et Jonathan Pryce et puis des images à la hauteur de la démesure d'un Terry Gilliam et cet univers complètement barré en fait. Voilà, donc on n'aura peut-être jamais autant attendu la clôture du festival du coup cette année. Je vous le fais pas dire. Allez, on va terminer avec un événement. Oui, un événement chez Ellipse Cinéma puisque c'est le faramidable mois de mai avec Roald Dahl. Et alors Roald Dahl, vous connaissez forcément, c'est cet auteur jeunesse britannique qui est parmi les plus lus et traduits dans le monde. C'est l'auteur de Charlie à la chocolaterie, James et la grosse pêche, Le bon gros géant. Et tous les week-ends, Ellipse Cinéma vous propose de découvrir une adaptation cinématographique d'un de ses livres. C'est le samedi, c'est à 16h et à chaque fois c'est accompagné d'animations, activités, jeux, surprises sur le thème du film. Et samedi, ce sera donc Mathilda avec l'association Petits Cinéastes qui proposera une activité sur le trucage au cinéma. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment infiniment ma chère Cathy. Et je vais vous demander de donner votre place à Mathéo parce que je vous le rappelle, on parle Écosse aujourd'hui sur ce plateau. Alors on le disait, il y a énormément de similitudes entre les Corses et les Écossais, mais il y a peut-être une différence dans l'approche linguistique. Réponse après le jingle. E ieri da parlare un po' di linguistica e di lingue scozzesi, posto dunque che noi parliamo di Scozia. È un soggetto assai interessante perché a Scozia ha parecchie specificità, scusetti, a livello linguistico e dunque tani tre lingue. La prima lingua è di sicuro l'inglese, una di due lingue ufficiali con gaelico, l'inglese dunque o Scottish English, con l'accento, e dunque è parlata da tutti. Dunque l'inglese parlato in Scozia non è mica l'inglese standard, vous êtes d'accord? Hein? Oui. Ensuite, on a le gaélique ou gaélico qui è una di tre lingue celtiche, dunque tra i lingue celtiche c'è il gaelico, ma c'è di no i lingue britanniche, non sono mica parlate in Scozia ma piuttosto in Britannia, ma di no in Paese di Gallia, mi pare. E infine c'è il Pict, lingua che è sparita al III secolo dopo a Cristo. Dunque, il gaelico è parlato da 57 000 abitanti, bon, 57 000 habitants, ce qui fait très peu pour une langue officielle. Et donc c'est assez différent de l'anglais. Et in inglese non capisci mica ciò che tu dici un gaelico. Même pour l'écossais. Et même pour un écossais, voilà. Et on retrouve enfin le Scott. O Scott, dunque Scotland viene da qui, un nome di un paese, ed è una lingua d'origine germanica, come lingue regionali di Scozia, dunque non è mica una lingua ufficiale, e è parlata da 1,5 milioni d'abitanti, non da 5 milioni. Donc c'est bizarre que le gaélique soit une langue officielle parlée par 57 000 habitants, mais 1 million d'habitants parlés pour le Scott, qui n'est pas une langue officielle. Non, le Broad Scott, non. Comment ça se fait? Déjà, le gaélique, c'est vraiment dans le nord et dans les îles. Donc, c'est resté là. Et pour eux, ça, c'est la vraie. L'Écosse, c'est vrai. La langue historique, on va dire. Après le sud, enfin le centre plutôt, le centre, c'est beaucoup le Broad Scott. Et ensuite, le sud, c'est l'anglais.
Est-ce que cette question fera partie du projet Oui, bien sûr. Absolument, donc, absolument. On va avoir tout un travail justement porté par un linguiste de l'université, en principe Romain Colonne, sur cette question justement du rapport des langues minorées par rapport aux langues majoritaires et de la façon dont justement ça fait partie des revendications et du travail de recherche qu'on va mener et de comparaison. Et effectivement, il y a une différence parce que le gaélique est à la fois symboliquement la langue historique de l'Écosse et en même temps la revendication linguistique est beaucoup moindre que celle qu'on peut observer en Corse. Donc ça sera l'objet de travail, de comparaison et de discussion autour de ces questions-là. Parce que le Blonde Scott, donc cette langue-là, elle est comprise quand même, elle est comprise même par les Anglais, avec un petit effort. Alors pour les train spotting, par exemple, quand ils parlent entre eux, ils parlent le Blonde Scott. Vous parlez, vous, en plus de l'anglais? Non, je le comprends. Je le comprends, mais par exemple, j'ai besoin de le lire à haute voix. D'accord. Sinon, je ne le comprends pas. Oui, ça, en fait, ce sera une question sur le long terme. Oui, et puis on peut se demander si justement le Scott English, en fait. Ah, le Scottish English. Oui. Le Scottish English, c'est pas quelque chose qui ressemble à ce que Jacques Thiers avait décrit comme étant une diglossie, c'est-à-dire une langue, la structure de la langue anglaise avec des mots, une syntaxe, des mots un peu d'une langue sur une autre. Oui. Donc c'est intéressant de voir comment justement la question de la langue est prise un peu différemment dans les deux pays. Alors il faudra attendre un petit peu pour avoir la réponse. Voilà. En revanche, dans pas très longtemps, vous allez recevoir un groupe. Donc là, on bascule dans un autre univers, celui de la musique, Skerryvore. On terminera, à mon avis, avec ça. Très bien. Bon, je vous laisse nous parler... donc voilà, c'est déjà samedi, c'est donc le 19, on vous attend tous. Parce que la musique, l'Écosse est un pays festif et la musique écossaise est très festive. Forcément. Mais donc, ce n'est pas seulement du traditionnel qu'ils font, ils font de la pop rock aussi. Il y aura de la cornemuse, il y a donc du ils seront là samedi. Ils sont là samedi soir. À l'AD. Voilà, concert Franck Aoumar, c'est donc, ça fait 1 an que ça a commencé, ça va durer à peu près encore 2 ans au moins. Jusqu'à 2020, oui. Voilà, vous allez nous montrer toutes les similitudes et les différences entre la Corse et l'Écosse. Je vous propose de terminer en musique, justement, avec le groupe. Petit aperçu, un petit avant-goût des résultats. Et nous, on se retrouve juste après le flash de 13h. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.